Isolationniste et protectionniste, Donald Trump remet brutalement en cause depuis son retour au pouvoir l'ordre économique mondial. Il s'oppose frontalement à l'Europe notamment. Alors que faire face à un tel défi? Que peut faire la France? Que peut faire l'Europe? Décryptage avec l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous Merci. êtes auteur du livre Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est aux éditions Odile Jacob. Donald Trump a-t-il vraiment déclaré une guerre commerciale au monde entier, comme on l'entend? Les mots sont importants. Guerre commerciale, oui ou non? On a parfois des doutes sur ce qu'il comprend de ce qu'il fait, parce que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter la répétition de ce qui s'est passé dans les années 30, on a oublié que dans cette période, entre 1929 et 1933, le commerce mondial en valeur a baissé des 2/3 en quelques années, donc. Et par ailleurs, on avait eu l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc les États-Unis, en 44-45, décident de construire un nouvel ordre mondial où c'est plus possible. Et il y a notamment la déclaration de San Francisco, voulue par les Américains, qui déclare que tous les pays ont les mêmes droits, quelle que soit leur taille. Et donc, les Américains, pendant 8 décennies, construisent un ordre international qui est monétaire, commercial, diplomatique, militaire, qui vise à faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais la répétition de ce qui s'est passé. Et ils en profitent, bien sûr, puisque le dollar devient la monnaie mondiale, ce qui leur donne ce qu'on appelle le droit d'émission et les avantages qui vont avec. Donc, ce sont les accords de Bretton Woods. C'est les accords de Bretton Woods de 44, et puis c'est la création de l'ONU ensuite, et puis c'est le GATT, et puis qui se transforme en OMC. Donc c'est les Américains qui portent tout ça et en sont les principaux bénéficiaires. Ça leur donne un soft power colossal. Mais pour Trump, ça, c'est une charge pour les États-Unis. Il n'en veut plus. Il ne voit pas les bénéfices que ça apporte, parce qu'il ne voit pas le long terme. Hein, c'est un faiseur de deal à court terme, et à chaque fois, la question, c'est quel est mon intérêt personnel. Donc, quand il arrive, il est un grand admirateur des dictateurs, notamment de Poutine. C'est peut-être en train de changer, c'est très important quand il déclare qu'il est fou sur l'Ukraine. Mais donc, il est passé de cette vision où, au fond, les États-Unis étaient le garant, dernier ressort de l'ordre international, à une vision qu'on décrit comme étant impériale, c'est-à-dire qu'il adopte la même vision que Xi Jinping ou que Vladimir Poutine, c'est-à-dire les territoires qui sont proches des miens sont potentiellement les miens. C'est pour ça qu'il va dire le Groenland a des matières premières dont j'ai besoin, donc je prends le Groenland, et le Canada, je vais en faire le 51e État. Phrase du roi Charles voilà, III. D'où la visite du roi Charles pour affirmer que les Canadiens n'ont absolument pas envie d'être le 51e État des États-Unis. Alors l'Europe, vous avez cité la Chine, la Russie, l'Europe, 810 milliards de dollars d'importation, 649 milliards d'exportation. L'Union européenne demeure le premier partenaire commercial global des États-Unis. Je parle sous votre contrôle. Pourquoi a-t-il fait de l'Europe une cible privilégiée? Alors, d'abord, il a une... La Chine, on pourrait se dire que les deux pays se disputent le leadership commercial mondial. La Chine et les États-Unis sont engagés depuis une dizaine d'années, vraisemblablement pour les 3 prochaines décennies, dans un conflit pour la domination mondiale. Bon. Et effectivement, dans l'ordre stratégique antérieur à Trump, l'Europe était l'allié des États-Unis, et donc normalement, il n'aurait pas dû cogner sur nous. Il aurait dû faire un accord, peut-être comme celui qu'il a conclu avec le Royaume-Uni, peut-être même plus favorable. Il aurait peut-être obtenu quelque chose du type je taxe 10% les importations venant d'Europe et eux ils ne nous taxent pas, point final. Mais non, là, ce qu'il veut, c'est arrêter, terminer le déficit commercial entre l'Europe et les États-Unis, parce que pour lui, c'est de l'argent perdu pour les États-Unis. Alors qu'en réalité... Ça, c'est biaisé parce qu'il y a les services, on le sait, notamment les GAFA. Exactement, c'est-à-dire que... Ça rééquilibre largement. Si on regarde les chiffres de 2023, qui sont plus simples, les États-Unis avaient un déficit commercial de 150 milliards, mais ils avaient un excédent sur les services de 100 milliards. Donc, ça donnait un déficit américain de 50, et quand Trump en parlait, il disait 500. Donc, quelqu'un qui est quand même, malgré tout, à la tête de la première puissance du monde, qui se trompe d'un facteur de 1 à 10 sur des sujets aussi fondamentaux, c'est absolument délirant. Et je pense que malgré tout, il y aura des limites à ce que fait Trump à l'Union européenne, parce que le département d'État qui gère à long terme la politique diplomatique des États-Unis peut pas perdre l'appui des 27 pays européens. Le Pentagone, qui est dans sa lutte pour la domination mondiale avec la Chine, il peut pas accepter que la Chine
profite du fait que Trump balance des gifles à l'Europe pour dire moi je m'installe en Europe. Ouais, c'est ça, pour que l'Europe aille dans le giron de la Chine. Alors, Exactement. je vais vous poser la question, pourquoi change-t-il à chaque fois de date, de deadline, pour utiliser un anglicisme? Là, je vais vous la poser, mais on va d'abord l'écouter, le président américain. C'était pas plus tard qu'hier, et je vous fais réagir juste après. Elle vient de m'appeler, comme vous le savez. Elle a demandé une prolongation au-delà de la date du 1er juin. Elle dit vouloir entamer des négociations sérieuses, car je vous l'ai dit, et je l'ai dit à quiconque voulait bien m'écouter, qu'il fallait le faire. Nous avons eu une conversation très agréable, et j'ai accepté de déplacer la date. Voilà, et elle, c'est Ursula von der Leyen. L'Union européenne et les États-Unis entretiennent la relation commerciale la plus importante et la plus étroite au monde, a répondu la présidente de la Commission. L'Europe est prête à faire avancer les négociations rapidement et résolument. Ça, c'était du Donald Trump. Il dit, c'est elle qui m'a demandé. C'est peut-être un peu entre les deux, la vérité. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi change-t-il à chaque fois? On parle parfois de volte-face. Le fait-il sciemment? Alors oui, c'est son fameux art du deal, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il négocie, il faut faire peur à l'adversaire, il faut installer un rapport de force, il faut menacer l'adversaire de l'écraser. Donc c'est comme ça qu'il a mené sa vie de magnat des casinos et de l'immobilier aux États-Unis. Alors il dit qu'il est un entrepreneur. Il faut rappeler que quand il a commencé sa carrière, son père lui avait donné 100 millions de dollars, donc ça aide au démarrage d'une carrière. Et puis le business de construire aux États-Unis ou d'avoir des licences pour les casinos, c'est un business de négociation avec des régulateurs locaux et ça se fait généralement en porte fermée. Alors vous parlez de régulateurs justement parce que c'est le cœur de votre livre. Que peut faire l'Europe? Alors vous dites clairement, alors pour le fameux d'où vous parlez, je vais préciser que vous avez été entre guillemets encarté dans des partis politiques français centristes et de droite. Voilà. Forcément, je ne suis pas vous, mais tout de même, vous tapez fort sur la bureaucratie européenne. Pour vous, avec cette bureaucratie, et d'abord qu'est-ce que c'est impossible de résister à un Donald Trump? Alors, comme vous l'avez rappelé, moi je suis pro-français et pro-européen. Libéral économiquement. Je ne suis pas favorable à un Frexit, pour simplifier les choses, mais simplement l'Europe ne fonctionne pas. Nous sommes devenus la zone de non-croissance de la planète. Sur les 20 dernières années, la croissance de la zone euro, c'est 1% par an. Quand on projette sur les 10 prochaines, tous les instituts de conjoncture, les organisations internationales anticipent que la croissance des États-Unis sur les 10 prochaines années sera double de celle de la France, de la zone euro, que celle de la Chine sera 3 à 4 fois plus forte, que celle de l'Inde 6 fois plus forte. Alors qu'on est 500 millions. Alors qu'on est 450 millions, qu'on a un taux d'épargne le plus élevé du monde, qu'on a un capital humain incroyable, que nos chercheurs étaient très appréciés par Trump jusqu'à ce qu'il les mette dehors. Bon, donc on a un capital phénoménal. Et vous parlez de la bureaucratie. Alors, c'est peu connu, mais il y a une analyse économique de la bureaucratie qui a d'ailleurs donné 3 prix Nobel, donc c'est une analyse très technique. C'est pas de l'idéologie pure et simple. C'est pas un bureaucrate vous plaît pas et vous dites c'est un bureaucrate. Ouais. Non, le bureaucrate, c'est une fonction et un statut économique qui existe depuis le 19e siècle, qui a été analysé par déjà Weber et d'autres penseurs. Et le bureaucrate, c'est quelqu'un qui a une fonction avec la garantie d'un emploi et d'une pension de retraite élevée en contrepartie de l'application d'une règle. Et donc, la bureaucratie européenne s'est construite comme ça, par l'application de la règle, sachant que par le traité de Rome, la règle principale de l'action européenne, c'est le droit de la concurrence. Alors ça allait quand on était dans un monde fermé où la Chine n'existait pas sur le plan économique, le Japon se reconstruisait, la Corée du Sud plantait du riz. Donc très bien. Maintenant, quand ces puissances sont devenues des grandes puissances technologiques, il faut que l'Europe ait une stratégie. Or, la bureaucratie fonctionne à l'inverse d'un fonctionnement politique et bureaucratique, et stratégique. C'est pas assez souple. Donc c'est statique. Et ça réagit très lentement. C'est comme cela que les Chinois ont réussi à éradiquer, par exemple, toute la production de photovoltaïque en Europe. Mais avec quelles conséquences aussi? Par exemple, on sait que dans les traités internationaux, si l'Europe met des règles, c'est aussi pour protéger ses consommateurs, notamment sur des questions sanitaires, alimentaires. Voilà, mais le paradoxe, c'est qu'on n'impose pas suffisamment ces règles aux pays qui vendent en Europe. Donc ça marche pas. Donc, il y a par exemple des phytosanitaires interdits aux agriculteurs européens qui sont utilisés
utilisés par des agriculteurs brésiliens ou autres qui vendent en Europe. Donc c'est pour ça que, par exemple, je dis je suis favorable au Mercosur, mais à condition que l'Europe se dote de capacités pour vérifier la qualité des productions qui sont importées en Europe. Il y a quand même une arme pour le continent européen et le vieux continent. Est-ce que ce ne serait pas de s'attaquer aux GAFAM, les taxer en Europe? Mais là, il y a la question de l'Irlande, qui est parfois qualifiée de colonie économique des États-Unis. Bon, alors, d'abord, vous venez de répondre un peu à la question. De répondre en partie à la question. Néanmoins, l'Irlande, c'est un tout petit pays. C'est un pays qu'en 2010, on est aidé, quand il y a eu la crise terrible de l'Irlande, par un prêt de 80 milliards d'euros. Et à ce moment-là, on voulait que l'Irlande arrête avec son taux d'impôt sur les sociétés à 12,5. Et c'est la Commission qui a bloqué au nom des traités. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut une évolution des institutions européennes. Je propose notamment que la Commission devienne le secrétariat du Conseil européen, qui, lui, a une véritable légitimité politique, alors que la bureaucratie européenne n'en a plus actuellement. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne, pour votre analyse très intéressante. Chacun se fera son avis, en tout cas des clés de réflexion. Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe? C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Merci à vous.